les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Moi, la télé, ça m'a apporté au point de vue culturel quelque chose de formidable. Parce que bon, je lisais beaucoup quand même, mais lire un livre, c'est long à lire. Avec la télé, on peut toucher à des choses assez rapidement. C'est une garde de temps. Hein. C'est pas peut-être le même plaisir que la lecture, mais quand même, c'est valable. Hein. C'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses. Oh, je suis assis chez moi. Je suis à Berlin, ou je suis à New York. Je suis assis dans mon fauteuil. C'est formidable l'apport de la culture que ça peut apporter, la télévision. J'ai tout un tas de chaînes. Je suis pas un amateur de cinéma. Je vais pas au cinéma. Je sais pas, moi, en 40 ans, j'ai peut-être été 5 fois au cinéma. Ça m'intéresse pas, le cinéma. Ça m'intéresse pas. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé comme figurant au studio de Joinville, là. C'était un truand qui m'avait fait embaucher là-dedans. Alors on allait, je touchais un truc, c'était sympa. Et je regardais tourner le film. Oh putain, le gars il ouvrait 10 fois la porte. Non, ouais, c'est pas bien, on va faire la porte. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans le cinéma? Moi, le cinéma, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Moi, le cinéma, pour moi, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, pour moi, c'est tout. J'ai commencé, comme je vous ai dit, dans les patronages, on voyait Buster Keaton, j'ai vu le Laurel et Hardy, enfin, tous les types de l'époque, là. Charlie Chaplin. Lumière de la vie, là, je me souviens, dans Lumière de la vie, c'est Lumière. Vous savez, c'est l'histoire où il y a cette fleuriste, là, qui est aveugle et tout ça. Maintenant, à 90 ans, si je regarde encore Lumière de la ville, quand la fille, quand elle a la fin du film, qui passe devant la fleuriste, là, qu'il est devant la porte, elle sort pour lui donner quelque chose, elle lui prend la main, elle lui tient sa main, elle reconnaît sa main. Putain, mais ça me fait chialer, moi. J'ai chialé. Là, je suis même ému, alors. J'ai pleuré à chaque fois. Charlie Chaplin m'a fait pleurer par cette scène de cette fleuriste qui lui prend la main et qui reconnaît la main de ce clochard qui est devant elle. Ah, c'est un génie pour moi, Charlie Chaplin. Ah oui, ouais, il y a quelque chose qui passe pour moi. C'est l'humour, oui. Il y a quelques films d'humour que j'ai vus qu'on m'a dit. Père David, c'est une ordure. Mais c'est ça, moi, le cinéma, c'est de rire, de plaisanterie. Bon, il y a un gars qui à la télé, je regarde Woody Allen, oui. C'est les films de Woody Allen. J'ai connu tellement bien New York et tout ça, donc ça me plaît de regarder Woody Allen. Mais les drames, oh là là, mais les drames, on les a tous les jours à la télévision, les gars qui tuent leurs femmes, les machins, les gens, les amoureux, oh là là là, donc, bon, il joue bien. On me dit, oh, qu'est-ce qu'il joue bien, machin. Oh, tu parles, tu vas voir. Quand t'as vu tourner les films, répéter 10 fois la scène, oh non, oh, il joue bien, un bon joueur. Oh, bon, il y a des gars, ils ont une gueule un peu plus même mûre que les autres pour dire des choses, enfin. Bon, enfin, non, mais le théâtre, oui. J'allais un petit peu au théâtre à un moment donné. Bon, j'ai vu Les Sorcières de Salem, tous ces films-là qu'on passait à l'époque. Je sortais beaucoup, moi, après la Libération, je sortais beaucoup. J'allais beaucoup au théâtre, j'allais beaucoup au music-hall. Donc, je sortais beaucoup. Hein, j'aimais sortir. Mais non, j'ai pas accroché le cinéma. Voilà. Même maintenant, là, des fois, on me dit, ah, c'est un beau film. Bon, pour faire pleurer les gens au cinéma. Oh, putain. La télévision. C'est grâce à la télévision que j'ai connu la Shoah. Mais ça, la Shoah, je parlerai de la Shoah. Ah là, ça. Lanzmann, quand il a fait ce film, ça a été formidable. L'autre jour, j'ai essayé de me rappeler toutes les catastrophes que j'ai vues pendant toutes ces dernières années.
Qu'est-ce que j'ai vu? Ça se... La guerre de 14. Oh, putain, la guerre de 14. Oh. Quand je vais aller dans des petits villages, que je passe dans des villages, je vois les tombes, là. Il y a 7 noms de la même famille, là, qui sont affichés, là. Putain, la guerre de tranchées, là. Putain. Les gens étaient à 50 mètres l'un de l'autre dans la boue. On fait la fête de la victoire, ils appellent ça. Mais je dis, c'est la honte, la honte. Deux peuples qui se sont massacrés comme pourquoi ils se sont massacrés pour des conneries. Anatole France, il disait on croit mourir pour la France et on meurt pour les industriels. Et il avait raison quand il disait ça. On avait eu ces trucs. Oh, ce massacre, ces milliers de... Moi, vous savez quand même, où je suis né, moi, on connaissait, il y avait les gueules cassées. Les gueules cassées, c'est tous les types qui étaient mutilés, gazés, tout ça. Oh là 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 là. Et qui sortaient, on les voyait encore, ils étaient là. Hein. Ah non, le truc, la guerre de 14, c'est une honte, une honte. Moi, il y a toujours toutes ces guerres là, tout ça, mais moi, j'ai jamais entendu parler de généraux qui sont morts au champ d'honneur, moi. Hein? Bon, et puis il y a la guerre de 40. Alors là, qu'est-ce que je peux dire de la guerre de 40? J'ai suivi ça j'ai suivi la bataille de Stalingrad. J'ai suivi ça en usine. J'étais en usine, je travaillais de nuit, là, à ce moment-là, j'étais requis. Je voyais la bataille de Stalingrad. Quelle catastrophe. Là, c'est plus la même chose. Hein. Là, c'est plus la même chose. Hein. Tous ces gens, tous ces Russes qui sont fait massacrer comme ça. Et puis j'ai pensé à ce débarquement, à tous ces Américains, ces gars du fin fond de l'Amérique qui sont venus mourir sur les plages de France. Là. Putain, il faut avoir un peu de respect. Un peu de respect pour tous ces gens. Pour les Anglais. Moi, je suis toujours un peu les Anglais. On a tapé les Anglais, tout ça. Mais j'ai un respect pour les Anglais quand même, putain. Heureusement qu'ils se sont accrochés, les gars. Sinon, qu'est-ce que je serais pas là? Je serais, hein? Qu'est-ce qui serait passé si la France a été restée occupée par les Chleux? Hein? Vous voyez un peu ce qui serait passé? Les collaborateurs, ils auraient pouvoir avec les Chleux. Les Chleux seraient dû habiter la Côte d'Azur, tous les endroits les plus sympas de France. Hein? Vous voyez un petit peu? Heureusement que les Anglais se sont accrochés. Hein? On doit avoir un peu de chapeau, il faut leur enlever le chapeau un petit peu aux Anglais, là, quand même. Merde, dis donc. Et aux Russes aussi. Hein? Quand même. Oh là là, c'est le massacre, ça. J'ai suivi un peu le truc du Japon. Alors là, moi aussi, j'ai vu tomber là, cette bombe atomique là, sur Hiroshima et sur machin. À l'époque, on regardait ça de loin, on a tapé les Japonais, tout ça. Bon, ils avaient fait Pearl Harbor, c'était pas mal non plus qu'ils avaient fait, mais enfin là, toute cette population qui a été bombardée, c'est terrible ce qui s'est passé encore là. Vous voyez les bombes atomiques sur les gens comme ça. Ah putain, ces guerres-là. Toutes ces catastrophes-là. Le Vietnam. Je faisais la ligne de Saïgon. Et Saïgon, c'était bien fou. Ces connards de généraux. Il y a 400 généraux qui ont eu. Ils ont pris la décision, les gars. Les stratèges. Ils sont là, dans un trou, dans un fossé, le village dans un trou, bien foutu dans un trou, entouré par des montagnes, autour par des collines autour de eux. Ils ont laissé les gars dans... Mais qu'est-ce que c'est que ces généraux à la con, putain? Et on parle de généraux, ils ont laissé... Les mecs, ils étaient en train de fumer dans un truc de Saïgon, hein? Les mecs, ils ont laissé massacrer les mecs dans Saïgon. Ah, putain. Un petit moment, mon pote Dédé. Mon pote Dédé, il était à Dien Bien Phu. Ah, c'est mon pote Dédé, c'est mon demi-frère pour moi. Dédé a été prisonnier à Dien Bien Phu. Bon, il a été à la mairie de Nogent. Bon, on a dit il était mort. Il a fait la marche des prisonniers de Dien Bien Phu quand c'est Dien Bien Phu, les gars. Ceux qui étaient encore vivants, ils les ont transportés. Il m'a raconté. En cours de route, les gars, ils avaient les chiasses, ils mouraient sur le bord de la route. Hein. Et lui, il s'en est tiré, mais bon,
Et bon, à la mairie de Nogent, bon, il était marié, il avait un gosse, bon, il était mort, hein, on a enterré, puis il s'est reploité 1 an après, je crois, un truc comme ça. Il était vivant, quoi. Dédé, il a fait. Et alors là, il y avait Ho Chi Minh, là. Il était venu à Paris. Il était venu pour discuter, mais les gars l'ont baladé. Mais putain, c'était facile quand même. Nous, on tombait sur une bande de cons, puis on disait non, non, on reste là, on restera en Indochine. On est resté en de cons, on a fait tuer tout un milieu de nos. Et le résultat, ce pays qui serait resté attaché à nous, hein, tout en étant indépendant. Moi, putain, à l'époque, il y avait des gars qui, moi j'étais de ceux qui disaient qu'il faut discuter avec Ho Chi Minh. Il y avait les communistes, c'était beaucoup là-dessus, ils disaient que... Mais nous, là, non, on n'a pas voulu discuter avec les communistes, avec Ho Chi Minh. C'était con. On pouvait éviter la guerre d'Indochine, on pouvait l'éviter. On a loupé encore ces trucs-là, Ho Chi Minh. Voilà. Et j'allais trouver le moyen d'aller me balader dans le quartier chinois, au fin fond de machin. Les gars me disaient toujours, mais Jean, tu es carré, tu vas te faire planter un de ces jours là-dedans. Allez, mais non, mais j'aimais bien aller là-bas. Ah, tu es bien fou. Oh, c'est pas gay, hein, ce soir, c'est pour marrant, ce que je raconte. Hein. Ah, j'avais mon pote, j'avais un copain qui était mécanicien au sol d'Air France, hein, à Saigon. Et je lui amenais de Paris un roast-beef de cheval. Alors, je faisais la ligne, moi j'allais jusqu'à, je me rappelle plus, enfin, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, on faisait Paris-Rome, Beyrouth, c'est ça. Paris-Rome, Beyrouth, et on s'arrêtait à Beyrouth. On restait une journée à Beyrouth, et puis on prenait en voiture, on traversait tout le Liban, et on allait prendre l'avion qui venait derrière. Il n'y avait pas d'avion tous les jours à l'époque, hein. Et on prenait l'avion qui arrivait à Damas. Et là, on prenait l'avion à Damas et on faisait Damas, Bagdad, puis après on faisait Karachi, Calcutta et on arrivait à Saigon. Et mon roast-beef de cheval que j'avais mis à Paris, il arrivait, mon copain, il savait quand je venais, qu'il y avait le roast-beef de cheval, mes copains, je laissais la confie, et quand il arrivait à l'avion, il prenait son roast-beef de cheval. Ce garçon-là pendant la guerre, il a été le chauffeur du colonel Fabien. Je ne sais pas si vous connaissez le colonel Fabien. C'est le colonel Fabien qui avait descendu l'officier allemand dans le métro. Il y avait une place de l'Opéra, en face de l'Opéra, au coin de la rue du 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra, il y avait un immeuble là, et il y avait un grand café là et il y avait les tables dehors, tout ça, et les Allemands, tous les officiers allemands paradaient. Et donc, ils avaient décidé, Fabien, il avait décidé d'aller mitrailler les gars sur la place de l'Opéra. Et c'est lui qui me l'a raconté après. Et mon copain comme il était mécano et tout, ils avaient pris une 11 chevaux. Il y avait les Citroën 11 chevaux, qu'ils appelaient, les petites gens de traction avant. Et lui, là, donc, ils avaient fait leur plan. Voilà, on mitraille, il sortait de la voiture, il mitraillait tous les types, tous les officiers allemands. Et on remontait dans la bagnole, et puis machin, il partait, première à droite, première à gauche, première à droite, première à gauche, et hop, il laissait la bagnole, et tout le monde foutait le camp chacun de son côté. Et donc, ils avaient mitraillé à la fin. Et lui, il me racontait. Moi, je descendais, j'allais chez ma mère et j'avais la chiasse. Je chiais, j'allais chier, j'attrapais la chiasse. Il me faisait faire des trucs. Moi, il dit, j'étais pas tellement là, c'était vraiment un casse-cou, un truc comme ça. Il avait été arrêté, il avait été torturé, il avait réussi à s'échapper. Il dit, un jour, j'ai vu, ils avaient piqué la femme d'un type du contre-espionnage, un truc comme ça, un Allemand, tout ça. Et Fabien, il avait une cigarette, la fille était torse nu, et il faisait semblant de vouloir lui brûler les seins pour qu'elle parle, pour qu'il raconte le truc. Enfin, il lui brûlait pas, mais enfin, il avait peur. Voilà, je voulais finir par une histoire pas tout à fait marrante, mais enfin, quand même. Hein, voilà, c'était le colonel Fabien, je voulais raconter l'histoire du beefsteak. Bon, voilà, on va arrêter pour ce soir. Hein.
À bientôt. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.